Donc aujourd'hui, on va aborder le cours de l'asthme. C'est un cours que je vais faire en deux parties. 2 heures, on va voir le diagnostic et le mercredi, Inch'Allah, on va terminer le traitement. Donc c'est un chapitre important. Donc je vous invite à suivre. C'est un chapitre, je crois que c'est le plus long des chapitres de pneumologie. Donc les objectifs que je me suis fixés pour ce cours, vous deviez à la fin connaître la définition de l'asthme, citer les facteurs favorisants de l'asthme, quelles sont les formes cliniques de crise d'asthme. On va établir le diagnostic positif. On va voir les principaux diagnostics différentiels et on va voir le bilan qu'on doit demander devant chaque asthmatique. Le plan sera le suivant. Donc, on va voir tous les chapitres, les définitions, un petit rappel sur l'épidémiologie et la physiopathologie. On va voir, c'est très important, la physiopathologie de l'asthme. Et puis, on va parler du diagnostic positif, différentiel et évolution. La deuxième partie thérapeutique, ça sera le mercredi. Donc, il faut savoir que l'asthme est un véritable problème de santé publique au Maroc et dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une hausse de la mortalité et de la morbidité, malgré les avancées thérapeutiques et les avancées dans la recherche à comprendre la physiopathologie de l'asthme. Pourquoi cette recrudescence de la mortalité et de la morbidité? Parce qu'il y a une prise en charge inappropriée malgré les avancées thérapeutiques, car nos malades ne prennent pas un traitement de fond correctement et également parfois, malheureusement, la prise en charge de l'urgence est souvent inadaptée. Il y a des patients qui font des crises d'asthme et au cours du trajet pour arriver à l'hôpital, ils décèdent parce qu'ils n'avaient pas un plan préétabli comment gérer une crise d'asthme chez eux avant l'arrivée à l'hôpital. Également, il y a des populations d'asthmatiques qui sous-estiment la sévérité de la maladie. Ils sont en crise, mais ils sous-estiment cette crise et rapidement, ils vont passer un asthme aigu grave et on ne va pas pouvoir les sauver. C'est un véritable problème de santé publique, comme je dis tout à l'heure, et surtout parce que également, il y a un coût socio-économique énorme. Si vous voyez l'ordonnance d'un asthmatique, vous allez trouver beaucoup de thérapeutiques de la crise, thérapeutiques pour les allergènes qui provoquent cette crise, des antihistaminiques. Donc, généralement, l'ordonnance dépasse les 1000 dirhams. C'est beaucoup. En plus de ça, l'hospitalisation pour une crise d'asthme, ça demande beaucoup de choses, de la thérapeutique, des nébulisations, on va les voir dans la thérapeutique, et également les séjours en réanimation pour les asthmes aigus graves, avec tout ce qui suit, intubation, ventilation. Il y a des recommandations internationales, et au Maroc, et la majorité des cliniciens suivent ces recommandations GINA, on va les voir. Chaque année, ils sont actualisés selon les avancées thérapeutiques et les avancées dans la compréhension de cette maladie. Et je vais aborder l'asthme de l'adulte parce que l'asthme de l'enfant, vous allez le faire en pédiatrie si vous ne l'avez pas encore fait. Donc nous, on va faire l'asthme de l'adulte. Donc c'est les recommandations globales Initiative for Asthma. On a chaque année une mise à jour des recommandations pour la prise en charge de la maladie asthmatique et de la crise également. Donc, quelle est la définition de l'asthme? J'ai mis en rouge et de couleurs différentes tout ce qui est important à retenir. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique. Rappelez-vous de cette définition. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette définition, on va proposer une thérapeutique à ces malades. C'est une maladie inflammatoire chronique, ça sous-entend qu'on va traiter par des anti-inflammatoires. On va voir aussi, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans cette définition. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes, dans laquelle beaucoup de cellules inflammatoires et des médiateurs jouent un grand rôle. Chez les individus présentant une prédisposition, surtout génétique, cette inflammation va entraîner des épisodes. Regardez en mauve, qu'est-ce que j'ai écrit? Récidivant. C'est un caractère de l'asthme. Il y aura, dans ces épisodes, le patient va vous rapporter des essoufflements, soit une oppression thoracique, soit une toux isolée, soit des sifflements. Et vous voyez les caractères de ces symptômes respiratoires, particulièrement à l'effort, la nuit et au petit matin. Associer cette inflammation, associer une obstruction bronchique, donc les bronches vont s'obstruer d'intensité variable. Les symptômes et l'obstruction bronchique sont réversibles. C'est un caractère très important de l'asthme, réversible spontanément ou sous l'effet de la thérapeutique. Donc, cette définition, elle est très importante à connaître parce que à partir de cette définition, on comprend l'asthme et on va proposer une thérapeutique. Donc, inflammation chronique, c'est une maladie qui est chronique, c'est pas une maladie aiguë, maladie inflammatoire chronique.
il y a une prédisposition génétique. Elle entraîne des épisodes récidivantes qui se répètent de plusieurs symptômes respiratoires. Il y a une obstruction bronchique qui diffère d'intensité variable. Vous allez voir les crises légères, modérées à sévères. Et ces symptômes sont réversibles. Ils vont disparaître soit spontanément, soit si je mets mon patient sous thérapeutique. Un petit mot sur l'épidémiologie. Regardez, et c'est des statistiques un peu anciennes. Maintenant, il y a plus 300 millions d'asthmatiques dans le monde. Dans les pays occidentaux, à peu près 10% de la population infantile et 6 à 8% d'adultes. Au Maroc, j'ai trouvé que ces études qui sont un peu anciennes, il y a une étude ISAC qui a été faite en 96, qui a trouvé 7 à 11% d'asthmatiques au Maroc. Une autre, la même étude a été refaite en 2001 et vous voyez les statistiques, ils ont encore augmenté, arrivant jusqu'à 16%. Et la dernière étude que je connais, c'était une étude ERMA qui était une étude téléphonique. Donc c'était on appelait les gens, donc les numéros de téléphone, et on demandait cliniquement par un interrogatoire s'il y avait des patients qui sont des gens qui ont des épisodes récidivants, et on faisait le diagnostic. On a trouvé que à peu près 3,7% adultes et 4,4% enfants. Mais il n'y avait pas de confirmation, c'était un interrogatoire. Il faut savoir qu'il y a un pic, bien sûr, à l'enfance, c'est généralement les enfants, et après, il y a un autre pic à la cinquantaine. Et le pic à l'âge de la cinquantaine, généralement, il est non allergique, contrairement à l'âge qui survient chez l'enfant. Et le plus souvent, la femme que l'homme. Et il faut savoir que l'asthme est associé à une rhinite allergique dans 80% des cas. Pourquoi je l'ai mis en épidémiologie? Pour vous dire que traiter un asthme sans traiter une rhinite, vous n'allez pas soulager votre patient. Parce que ces deux maladies, ils sont en parallèle, il faut les corriger et les traiter ensemble. Quelle est l'éthiopathogénie de l'asthme? Donc, vous connaissez c'est quoi l'atopie? On va la décrire, c'est la prédisposition génétique. On va parler des allergènes, on va parler des facteurs qui favorisent la maladie asthmatique, et on va parler des facteurs déclenchant la crise d'asthme. Il faut savoir différencier la maladie de l'asthme et le crise de l'asthme. Donc, la maladie, c'est une patiente ou un patient qui a une maladie asthmatique chronique et qui peut faire des crises tout le long de sa vie. Donc, c'est quoi l'atopie? C'est une prédisposition génétique. C'est la capacité d'un patient à synthétiser une quantité anormale d'immunoglobulines E en réponse à un allergène. Probablement, elle est de transmission autosomique dominante. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que le tiers des enfants sont atopiques si l'un des parents est asthmatique. Et la moitié sont atopiques si les deux parents le sont. C'est pour ça, à l'interrogatoire, quand on est devant un patient, on demande toujours les antécédents familiaux, s'il y a une notion d'asthme ou de rhinite chez les parents. Donc, ça peut cadrer vers, si on a des symptômes respiratoires, probablement ce patient, cet enfant, il a hérité, malheureusement, la maladie asthmatique de ses parents. Donc, sur cette diapositive, vous voyez, quand on est au début, quand on est exposé à un allergène, donc on inhale, cet allergène va être capté par des cellules présentatrices. Bien sûr, il y aura des stimulations et des sécrétions de cytokines, les polynucléaires éosinophiles, les mastocytes et polynucléotrophiles, ils vont être sensibilisés. Donc, la première fois, le patient ne va pas vous faire une crise d'asthme ou d'une manifestation allergique, il va être sensibilisé. Donc, il va développer des anticorps qui vont reconnaître l'allergène pour une deuxième fois. Si ce patient rencontre à nouveau le même allergène qui a fait toute cette cascade, il va faire une production des IgE. Donc, pour vous expliquer l'atopie, et les atopiques, ils produisent une grande quantité d'IgE. Donc, on a parlé de l'atopie. Il faut qu'à notre question, ces allergènes. Donc, ces allergènes, on est entouré d'allergènes. Il y a pas mal d'allergènes autour de nous, et chaque année, il y a des nouveaux parce que il y a beaucoup d'aérocontaminants dans l'air. Donc, et principalement, j'insiste sur les acariens. Et je reviens à la définition. Si vous vous rappelez la définition, je vous ai dit, il y a des épisodes récurrents le petit matin, la nuit ou le petit matin. Pourquoi, à votre avis? Parce que généralement, quand on rentre chez nous pour dormir, il y a ces bestioles, les acariens qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Et généralement, vos patients vont vous décrire des crises d'asthme, surtout la nuit et au petit matin, parce que ces petites bestioles qu'on voit pas à
l'œil nu sont au niveau des draps, au niveau des tapis, et ça expose le malade à faire des crises. Il y a également les allergènes des animaux, et le chat, il est très allergisant. Donc, quand vous faites une enquête chez un patient qui vous présente une crise d'asthme, vous devez lui demander est-ce qu'il a des animaux domestiques. Ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être un hamster, ça peut être beaucoup d'animaux, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui fait de l'équitation, qui est exposé au poil de cheval, donc il faut creuser. Également, vous connaissez les pollens. Donc, les pollens, c'est au moment de printemps. Il y a des patients qui nous font des crises au moment des printemps parce qu'ils sont exposés aux allergènes des pollens. Les blattes, c'est quoi les blattes? C'est les petits cafards. Ils sont très allergisants. Et il existe beaucoup au Maroc. Bien sûr, la moisissure, les champignons. Il y a aussi des allergènes alimentaires. Il y a des allergènes professionnels. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une usine de textile. Donc, il y a des allergènes au niveau des textiles. Également, les médicaments, l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous allez trouver des malades asthmatiques qui peuvent faire des crises d'asthme ou carrément des états de choc s'ils prennent de l'aspirine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou autres. Vous voyez, les allergènes, ça peut être des aérocontaminants, comme ça peut être alimentaire, comme ça peut être des pollens. Donc, il y a pas mal d'allergènes autour de nous. Donc, on va voir les facteurs qui favorisent la maladie asthmatique. Donc, je vous ai dit qu'il faut différencier entre maladie et crise. Le tabagisme passif et actif, on a fait un topo sur ça. Donc, ça favorise la maladie asthmatique. C'est pour ça qu'on conseille aux femmes enceintes de ne pas fumer lors de leur grossesse. Pollution atmosphérique externe et interne, la pollution de l'air à l'extérieur, même interne, chez nous, à domicile, il y a surtout les femmes, peut-être les cheminées qui utilisent des bois, ça peut être à l'intérieur de la maison. Également, les infections respiratoires sont incriminées dans la genèse de la maladie. Donc, si vous avez un malade devant vous qui a un âge, c'est un enfant de 8 à 7 ans, vous demandez aux parents est-ce que votre enfant a fait des bronchiolites quand il était un nouveau-né? Ça prédispose. On a trouvé que ça prédispose. Également, les régimes alimentaires, on rajoute beaucoup d'additifs dans l'alimentation. Le faible poids de naissance a été incriminé comme un facteur favorisant la maladie asthmatique. Le reflux gastro-œsophagien également. Et on a pas mal d'autres facteurs. Donc, je vous ai mis les facteurs les plus probables et les études qui ont prouvé par des statistiques que la maladie asthmatique survient souvent chez des malades qui sont exposés à une pollution atmosphérique, qui ont déjà fait des infections, qui ont un faible poids de naissance. Et on a pas mal d'autres. Donc, on a parlé des facteurs favorisant la maladie, mais il y a les facteurs déclenchant de la crise. On est asthmatique, on peut être normal. Il y a parmi vous, je crois qu'il y a peut-être qu'il y a des étudiants qui sont asthmatiques, mais ils sont là, ils sont en train d'écouter mon cours, ils sont pas en crise. Mais si par malheur, ils sont allergiques à quelque chose, ils sont exposés, ils vont déclencher une crise d'asthme. Donc, s'ils sont exposés à un allergène, un patient qui a une allergie, par exemple, je vais donner l'exemple d'une allergie alimentaire. Il a une allergie aux crevettes. Et si par hasard, il mange il y a un plat où il y a du crevette, il va vous faire une crise d'asthme. Donc, l'exercice et l'hyperventilation également peuvent déclencher la crise. C'est pour ça qu'on différencie l'asthme de l'effort. Il y a des patients qui sont stables. Mais quand ils vont faire un exercice, ils font une crise. Le froid, le changement météorologique, la pollution atmosphérique, et on assiste à une recrudescence au cours de l'hiver. Les émotions, le contrariété, il y a des sujets qui font une crise lorsqu'ils sont contrariés, lorsqu'ils pleurent, l'émotion. Les infections respiratoires, ça nous arrive de voir un patient pour une infection respiratoire. Je vous donne l'exemple de la pandémie Covid. Il y a pas mal de patients qui étaient infectés par le Covid qui ont fait des crises d'asthme. C'est pour ça qu'on avait peur pour ces maladies chroniques qui peuvent s'aggraver. Le tabac actif et passif peut entraîner une crise d'asthme. Le reflux peut déclencher une crise. Certains médicaments, il y en a pas mal. Je vous donne l'exemple de bêta-bloquants, même sous forme de collyre, peuvent déclencher une crise d'asthme. Et rappelez-vous de ça. Donc, parfois, on oublie de demander au patient s'il a quelque chose qu'il met au niveau des yeux. Le collyre, pour lui, c'est rien. Mais si on demande,
on trouve que c'est des bêta-bloquants qui prend pour un glaucome de l'œil, donc c'est des bêta-bloquants. Et lui, il est asthmatique. On veut le traiter par des bronchodilatateurs et lui, il prend des bêta-bloquants. Il y a toujours un passage systémique. Et également les troubles hormonaux. Il y a des jeunes filles qui nous font des crises d'asthme au moment des menstruations. Et également, il y a des femmes enceintes et des femmes au cours de la grossesse qui font aggraver leur asthme. Et ils font plus de crises. Donc, on a incriminé ces facteurs déclenchants de la crise de l'asthme. Quand elles sont exposées à ces stimulus, les voies aériennes vont se contracter, ils vont s'odémacier, ils vont se remplir du mucus et progressivement se remodeler. Donc, l'asthme, il y a de la génétique, il y a des facteurs non environnementaux. On a vu des facteurs qui peuvent entraîner la genèse de la maladie. Et ça peut être le bas poids moléculaire, le bas poids à la naissance, même l'allaitement, il est incriminé. Il y a des facteurs environnementaux, l'allergène, et ça dépend du moment de l'exposition, de l'intensité et de le mode d'exposition. Il y a des cofacteurs, les polluants, les infections, la fumée de cigarette, et tout ça va entraîner une inflammation bronchique, qui est la définition de l'asthme, avec des perturbations de la structure ou de la fonction de l'arbre bronchique, qui va entraîner une hyperréactivité bronchique, et on a la survenue des symptômes de l'asthme. Donc, on a vu l'éthiopathogénie, on va voir la physiopathologie. Donc, les mécanismes physiopathologiques de l'asthme, et vous voyez que j'ai repris la définition. Il y a l'inflammation, il y a le bronchospasme, il y a l'hyperréactivité des muscles lisses des branches. Donc, pour l'inflammation, la maladie asthmatique, il y a une inflammation et une infiltration de la muqueuse bronchique par des cellules inflammatoires. On a pas mal les macrophages, les eosinophiles et lymphocytes CD4. Il y aura une abrasion épithéliale, et quand il y a une abrasion épithéliale, donc les substances véhiculées par l'air inspiré, ils vont pouvoir entrer rapidement, contrairement à un arbre bronchique qui est intact, où il n'y a pas de l'inflammation. Cette inflammation va être à l'origine de cette hyperréactivité bronchique, qui est définie par une réduction excessive du calibre bronchique. Par quoi? Par de l'œdème et de l'hypersécrétion en présence de certains stimulus, exemple les allergènes. Le bronchospasme aussi, c'est une composante principale, on l'a vu, donc la première plaque, vous voyez, il y a l'inflammation, il y a le bronchospasme, il y a l'hyperréactivité bronchique. Donc pour le bronchospasme, c'est les muscles lisses qui entourent les branches et les bronchioles qui vont se contracter et ils entraînent une diminution de calibre bronchique. C'est comme un tuyau que vous allez serrer, vous n'allez pas laisser l'air sortir de vos branches. Les deux autres composantes apparaissent en même temps, l'œdème, l'hypersécrétion du mucus, qui aggrave encore les effets du bronchospasme. Donc la crise d'asthme, ça sera une obstruction bronchique qui est réversible, on l'a dit au cours de la définition, qui est marquée par un bronchospasme et de l'hypersécrétion et de l'œdème sous-muqueux secondaire à l'inflammation. Donc, rappelez-vous, physiopathologie, il y a l'inflammation, il y a l'obstruction qui est le bronchospasme, il y a l'hyperréactivité bronchique. Et j'insiste pour que vous connaissiez la physiopathologie parce que de là, on peut proposer une thérapeutique. Il y a de l'inflammation, il y a du bronchospasme. Je peux proposer dans ma tête un anti-inflammatoire et un bronchodilatateur. Donc là, j'ai schématisé un poumon avec une branche qui est normale et une branche qui est contractée. Donc, vous voyez la lumière d'une branche normale, la muqueuse. Là, c'est une fibroscopie. Quand il y a une crise d'asthme, vous voyez, le muscle se contracte, il se serre. Il y a de l'inflammation à flux cellulaire. Donc, vous voyez, la muqueuse va être épaissie. Il y a des sécrétions qui encombrent encore cet orifice. Et vous voyez, un patient qui respire avec ce diamètre, sa respiration n'est pas la même avec un patient qui respire avec ce diamètre. C'est pour ça que ce malade a des difficultés à sortir de l'air. Et quand vous allez ausculter votre patient, vous allez trouver des sifflements, un wheezing. Donc, et vous voyez, tout ça va entraîner les symptômes, la toux, l'essoufflement, une respiration soufflante. Il aura l'impression d'une oppression et il y aura des sécrétions bronchiques. Il vous dit que je crache des sécrétions blanchâtres. Donc jusque là c'est bon. Donc on a vu ensemble la définition, l'éthiopathogénie et la physiopathologie de l'asthme. Là on va voir la clinique, comment on va faire le diagnostic positif de
la maladie asthmatique. Faut savoir qu'il est la plupart du temps, par exemple, la plupart du temps, il est évident. Lorsqu'on assiste à une crise, et sinon, on doit chercher les symptômes. Donc, si vous êtes aux urgences, devant un patient en crise d'asthme, vous allez le reconnaître parce que vous voyez de vos yeux les symptômes et à l'examen, vous allez trouver les signes. Si vous n'avez pas les signes, vous devez rechercher les symptômes à l'interrogatoire. C'est très important, l'interrogatoire. Donc, à l'interrogatoire, déjà, vous pouvez dire que ce patient est asthmatique ou pas, et on va confirmer par d'autres examens complémentaires. Donc, l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut identifier les symptômes qu'on a vus au cours de la définition. Il faut caractériser ces symptômes. Il faut rechercher les facteurs déclenchants. Pour caractériser les symptômes, rappelez-vous du terme récidivant, réversible. Donc, je dois interroger mon patient pour lui dire, est-ce que vous toussez? Est-ce que vous sifflez? Et voir si ces symptômes, ils sont récidivants et qui disparaissent ou pas spontanément. Et rechercher à l'interrogatoire quels sont les facteurs qui ont déclenché ou quelles sont les circonstances favorisantes qui ont déclenché cette crise d'asthme. Donc, identifier les symptômes, on a vu les symptômes tout à l'heure, la dyspnée, les sifflements thoraciques, ça peut être une toux sèche isolée ou toux spasmodique, ça peut être une oppression thoracique. Donc, vous recherchez à l'interrogatoire ces symptômes, caractérisez ces symptômes sont récurrents, ils surviennent le soir ou tôt le matin, il y a généralement un facteur déclenchant et ils sont réversibles sous traitement ou parfois spontanément. Donc, vous voyez, à l'interrogatoire, je cherche les symptômes de l'asthme, je les caractérise et je recherche les facteurs qui ont déclenché ou les circonstances favorisantes. Généralement, le patient va vous dire que je viens d'acheter un chat ou bien j'ai mangé quelque chose, il y avait les crevettes sans se rendre compte ou après un effort physique. Donc, vous devez rechercher quels sont ces facteurs qui ont déclenché cette crise, le tabagisme passif, un changement climatique, une bronchite, une infection virale, bactérienne, rhinopharyngite, la prise de médicaments, bêta-bloquants, même sous forme de collyre, il y a un passage systémique. Donc, on a eu pas mal de patients qui ont fait un asthme aigu grave à cause des collyres des bêta-bloquants parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait parler de leur asthme à leur ophtalmo. Donc, les colorants, les conservateurs, ou bien parfois, c'est des malades qui vont vous dire, j'ai pas acheté mon spray, j'ai plus d'argent pour acheter, j'ai un aérosol qui est vide. Donc, c'est l'arrêt du traitement de fond de la maladie qui a déclenché cette crise. Donc, comme la première plaque pour le diagnostic, je vous ai mis que il est la plupart du temps évident lorsque vous assistez à une crise. Si vous n'assistez pas à une crise, vous allez faire un examen, mais il faut savoir que entre les crises, votre examen est strictement normal. Donc, si le malade a fait une crise chez lui, il a pris une thérapeutique, ça l'a soulagé, il vient vous voir, vous pouvez examiner votre patient, vous n'allez rien trouver parce qu'il est soulagé. Donc, il faut rechercher des signes de retentissement, type distension ou déformation thoracique. Et là, je vous mis cette image d'un enfant qui recevait pas son traitement de fond. Donc, à la langue, vous allez trouver ces déformations comme ça, le sternum qui est poussé en avant, le fait que le malade fait un effort pour expirer, pour sortir de l'air. Ça se pousse et vous aurez ces déformations. Donc, quand je vois un patient comme ça, je vais me dire qu'il a de l'asthme depuis l'enfance, depuis très longtemps. Donc, il essaie d'évacuer l'air avec l'expiration, elle est spontanée. Normalement, quand vous expirez, vous ne faites pas d'effort. En crise, l'examen clinique en crise, vous allez voir, il y a une dyspnée, il y a une distension thoracique. Si vous percutez le thorax du patient, vous allez trouver une hypersonorité parce qu'il y a un piégeage d'air à l'intérieur. Tout ce qui est l'air, ça donne une hypersonorité. Liquide, les tissus, ça donne une matité. Donc, à la percussion, vous allez entendre une hypersonorité. À l'auscultation, vous allez trouver des sibilants expiratoires. C'est ce qu'on appelle le wheezing. Vous demandez au patient de respirer, inspirer, expirer. Et avec votre stéthoscope, vous allez entendre ce wheezing en fin expiration. Donc, c'est les sibilants. Donc, vous faites le diagnostic, bien sûr, en crise, mais vous devez rechercher les signes de gravité. Parce que selon les signes de gravité, il y aura des prises en charge différentes.
aussi bien pour la structure que vous allez prendre en charge de patient et aussi pour la thérapeutique. Donc, il faut rechercher des signes de gravité, la cyanose, difficulté à parler, est-ce qu'il y a une détresse respiratoire. On va détailler les signes de gravité dans la deuxième partie pour proposer une thérapeutique à chaque type de crise. Je ne sais pas si vous connaissez le débit expiratoire de pointe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. C'est un outil qui doit faire partie de l'examen clinique. Pourquoi? C'est pas du matériel qui est très gros. C'est un petit gadget qu'on peut apprécier le degré d'obstruction bronchique chez nos patients. Donc, le DEP, il est mesuré avec un demi-mètre de pointe. C'est celui-là, donc sur cette image. C'est un tube gradué avec un curseur. On va demander au patient de souffler, expirer de toutes ses forces 3 fois et on va voir que le curseur va bouger avec une valeur à côté et on va voir comment on va interpréter cette valeur. Donc là, elle est caractérisée par une variabilité dans le temps et par une réversibilité sous traitement. Donc, on peut demander à ce patient d'expirer et on peut lui donner un traitement qui sera bien sûr un bronchodilatateur et voir s'il y a un gain. Est-ce que ces bronches sont ouverts quand j'ai donné un bronchodilatateur? Donc, c'est un test qui peut m'orienter vers le diagnostic et on fait une mesure spontanée et une mesure après traitement. Donc, je fais la première mesure pour le patient. Je retiens la valeur. Je lui donne des bouffées de bronchodilatateur. 10 à 15 minutes après, je refais l'examen. C'est comme une spirométrie et je vois s'il y a un gain. Donc, vous allez me dire comment on va comparer. Il faut comparer les valeurs obtenues aux valeurs habituelles du malade. Donc, généralement, on conseille aux patients d'acheter ce débitmètre de pointe, il n'est pas trop cher. Donc, pour savoir s'ils vont faire une crise. Donc, c'est un initiateur, surtout qu'il y a des patients qui sous-estiment leur maladie. Donc, ils peuvent voir que leur DEP il est en train de diminuer. Ils peuvent consulter rapidement. Sinon, il y a des valeurs théoriques selon l'âge, le sexe et la taille. Et je vais vous montrer comment on va les comparer. Donc, le sexe, l'âge et la taille. Le DEP est donc utile pour aider au diagnostic d'âge parce qu'il va me montrer une réversibilité et également pour évaluer la sévérité. Donc, ce DEP, on va voir dans les critères de gravité une valeur très réduite. Ça témoigne d'une crise qui est sévère et il permet de suivre l'évolution de la maladie. Donc, si vous avez un patient à qui vous avez bien expliqué sa maladie et à qui vous avez donné un débitmètre de pointe, vous allez lui dire de marquer régulièrement ses valeurs. Et quand il vient vers vous pour une consultation, vous allez voir s'il y a une variabilité, si le malade fait chuter son DEP parfois. Et après, vous allez ajuster son traitement de fond. Voici les valeurs théoriques selon l'âge, selon les sexes et la taille. Je ne sais pas si vous voyez de loin. Donc, j'ai fait un petit exemple. Donc, la première colonne, c'est ici, c'est les hommes non asthmatiques, c'est les femmes non asthmatiques. Donc, pour un homme ou une femme non asthmatique, selon la taille, d'accord, vous voyez la taille, et selon l'âge, il y a des valeurs. Vous allez me dire comment on a fixé ces valeurs. Donc, on a fait une étude dans une population non asthmatique et on a commencé à faire ce débitmètre de pointe et on a pris une moyenne. Donc, j'ai pris par exemple un homme de la trentaine qui a 1m72. Voici sa valeur, il est normal, il n'a pas d'âge et ainsi de suite. Et on a fait la moyenne et on a fixé des valeurs quand normalement ce tableau doit être chez le médecin pour comparer la valeur du patient à la valeur du tableau. Exemple. Je prends un homme non asthmatique qui a 25 ans. Vous voyez le bleu? Normalement, pour une taille de 176 cm, il est de petite taille seulement. Il doit avoir 606. C'est un exemple. Donc, comment on calcule? Donc, j'ai devant moi un patient de 25 ans. J'ai pris sa taille 1m67. Normalement, il doit avoir 606 de valeur de DEP. S'il est moins que ça, je veux dire qu'il y a une obstruction. Ou mieux, avoir une valeur du patient lui-même et on va toujours comparer à la valeur du patient lorsqu'il n'était pas en crise. Donc, l'intérêt d'avoir de débitmètre de pointe, c'est voir s'il y a une stabilité de l'âge. Donc, l'âge stable bien contrôlé. Normalement, les valeurs proches de la normale est stable d'un jour à l'autre. Donc, vous aurez une variation de moins de 20%. Donc, sur ce calendrier, vous voyez les jours, matin, soir, et le malade va faire ses valeurs
Donc, s'il voit que du matin au soir, ça diminue rapidement, ça remonte, donc il y a une grande variabilité. L'asthme instable, s'il y a une variabilité qui est au-delà de 20% entre les valeurs du matin et du soir plusieurs jours consécutifs. Donc, si je trouve que il y a une variabilité, ça témoigne que ce malade va faire une crise d'asthme incessamment. Donc, il doit contrôler, contrôler, demander un contrôle chez son médecin traitant pour ajuster son traitement de sang. Donc, c'est un outil qui est très important, aussi bien pour les patients que pour le médecin. Et ça fait partie de l'examen clinique. Donc, j'ai mis dans les examens cliniques. On a vu l'interrogatoire, on a vu l'examen clinique et j'ai mis le débitmètre de pointe. Donc, confirmer l'asthme, il n'y a pas mieux que les explorations fonctionnelles respiratoires, c'est la spirométrie qui est l'examen de choix et qui doit être fait en dehors de la crise. Parce que là, je vais faire le diagnostic de la maladie, pas le diagnostic de la crise. La crise, c'est cliniquement. Chez un malade asthmatique, cliniquement, je pose le diagnostic de la crise. Qu'est-ce qu'il va montrer, cette spirométrie? Et vous avez déjà fait les explorations. Elle montre un trouble obstructif qui est défini, c'est une définition. Le trouble obstructif est défini par une diminution du rapport de Tifno, qui est le rapport de volume expiratoire maximum seconde sur la capacité vitale. Donc, si vous faites une spirométrie, vous trouvez un rapport de Tifno inférieur à 70%, vous pouvez conclure qu'il s'agit d'un trouble obstructif. Nous, on a vu là, c'est une obstruction qui est réversible. Je dois prouver que cette obstruction que j'ai trouvée, elle est réversible. Sinon, je peux évoquer un autre diagnostic. Je vous donne l'exemple de la BPCO, qui est un diagnostic différentiel de l'asthme, qui se manifeste par une obstruction non réversible. L'asthme, il est réversible. Donc, je confirme d'abord le trouble obstructif, puis je vais voir est-ce qu'il est réversible. Comment je vais tester la réversibilité? Je vais donner à ce patient des bouffées de bronchodilatateurs et je vais le laisser pendant 10 à 15 minutes. Un bronchodilatateur de courte durée d'action, c'est-à-dire qui agit rapidement. Donc, après les 10 à 15 minutes, je refais une spirométrie et je vais voir s'il y a un gain sur le volume expiratoire maximum seconde de 200 ml en valeur absolue et ET, et j'insiste, 12% de valeur théorique. Souvent, on pose cette question pour les examens, même les QCM. Il me faut les deux conditions pour parler de réversibilité, c'est-à-dire le gain sur la valeur absolue et en pourcentage. Là, je suis sûre que je suis devant un asthme. Donc, vous voyez, on a suspecté cliniquement, interrogatoire, examen clinique, et DEP, et j'ai confirmé par une spirométrie. Il faut savoir que cette spirométrie permet également de mettre en évidence une hyperréactivité bronchique qui est une composante de la maladie asthmatique. Donc, pour mettre en évidence cette hyperréactivité bronchique, on va faire des tests de provocation. Donc, on fait une spirométrie, il est normal. Donc, on veut voir s'il a une hyperréactivité bronchique, je vais déclencher cette hyperréactivité bronchique. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai insisté, ça se fait au milieu hospitalier, parce que vous allez faire une crise pour votre patient, il peut vous faire un asthme aigu grave. Donc, on peut pas le faire au cabinet, on peut pas le faire en ambulatoire, il faut le faire en milieu hospitalier parce que c'est un examen minutieux avec des doses. On doit faire inhaler des concentrations progressivement croissantes d'un agent pharmacologique dérivé de l'acétylcholine ou l'histamine ou parfois un agent non pharmacologique. Je vous donne un exemple d'un sujet, d'un boulanger par exemple. Il rapporte qu'il fait des crises d'asthme quand il est dans la boulangerie. Ailleurs, il n'a rien. Donc, quand il vient consulter, le médecin ne trouve rien. Mais le patient lui rapporte qu'il fait des crises au milieu de son travail. On peut créer cette crise en faisant inhaler de la farine avec des doses. Donc, ça se fait en laboratoire et c'est hyper spécialisé. Et on va voir si on va déclencher la crise. Donc, c'est surtout pour les asthmes professionnels. Donc, c'est quoi l'asthme professionnel? C'est des malades qui font de l'asthme quand ils sont au milieu de leur travail. Ailleurs, week-end, congé, ils sont normaux. Donc, il faut qu'on prouve qu'il fait de l'asthme professionnel
Et pour prouver ça, c'est pour l'intérêt du patient, ça peut l'aider pour un reclassement professionnel. On a la preuve qu'il fait une crise, il faut changer de métier. Donc, si chute de VMS de plus de 20%, on va arrêter le test et on considère que les bronches sont hyper réactives, ils ont réagi, il y a un bronchospasme avec une réduction du VMS. Ce test est suivi d'un test de réversibilité. Donc, juste après, on fait des bouffées de bronchodilatateurs et il est réversible, cette hyperréactivité bronchique. Donc, ça prouve que ce malade probablement fait un asthme professionnel. Donc, il faut savoir que un test négatif exclut pratiquement l'asthme parce que l'hyperactivité bronchique fait partie de la définition de l'asthme. Tandis qu'un test positif peut être observé chez des sujets normaux. Donc, vous pouvez déclencher chez un sujet normal une hyperactivité bronchique ou bien dans d'autres infections, mucoviscidose, sarcoïdose. Donc, il a une valeur quand il est négatif. Pas une valeur quand il est positif. Plutôt une valeur quand il est négatif. Donc, retenez pour poser le diagnostic de l'asthme, si vous avez une obstruction réversible avec les valeurs de gain de 200 ml et 12%, là, vous êtes sûr que c'est de l'asthme. L'hyperréactivité bronchique est une valeur quand il est fiable quand il est négatif pour exclure l'asthme. Donc, c'est un examen qui est demandé s'il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif, mais vous avez une présomption clinique d'asthme qui est forte. Je vous ai donné l'exemple de l'asthme professionnel. L'hyperréactivité bronchique sera un élément supplémentaire en faveur du diagnostic. C'est un élément, ça confirme pas, mais c'est un élément en plus pour vous dire que probablement c'est de l'asthme. Mais la confirmation, c'est avoir en spirométrie un trouble obstructif réversible sous bêta-2 mimétique avec un gain de 200 ml en valeur absolue et de 12% en pourcentage. Donc, voici un médecin qui fait une spirométrie à sa patiente. Donc, c'est un logiciel, donc c'est comme un dénuètre de pointe et il y a des manœuvres à faire, inspiration, expiration. Donc, il faut suivre avec le patient, il faut l'aider parce que le patient vous voit, vous faites la manœuvre avec lui pour l'aider et c'est un logiciel qui va nous calculer la capacité vitale, le VEMS, les débitmètres, les DEP, les petites branches et tout. Donc là maintenant, il y a des outils moins petits que ça, des spiromètres miniaturisés. Il y a bien sûr la cabine de la plethysmographie qui en même temps peut vous faire la spirométrie et vous pouvez mesurer également la DLCO, l'hyperréactivité bronchique, la capacité pulmonaire totale. Il permet de vous mesurer les valeurs qui sont pas qui sont fixes. Par exemple, la capacité pulmonaire totale, pour avoir, il faut rechercher ce qui est le piégeage qui reste après une inspiration profonde dans les poumons. La spirométrie, il vous calcule que les volumes mobilisables. Donc cette plethysmographie, il a un autre intérêt que vous allez voir peut-être dans les pneumopathies interstitielles diffuses. Il va vous mesurer les valeurs les non mobilisables pour définir la capacité pulmonaire totale qui définit le syndrome restrictif. Mais là, on est dans le trouble obstructif. Donc, on a vu au cours de la définition, il y a de l'inflammation. C'est pour ça les scientifiques s'acharnent à avoir plus des examens pour poser le diagnostic possible parce que parfois la spirométrie est normale chez un asthmatique. Donc, ils vont rechercher cette inflammation. Donc, qui est la principale caractéristique de l'asthme qu'on peut évaluer par les expectorations induites. On va créer une expectoration. Donc, on va faire une inhalation pour nos patients du sérum salé pour l'aider à expectorer et on va recueillir les expectorations pour rechercher la cellularité. Parce qu'on a parlé que l'inflammation, il y a plusieurs cellules. Mais généralement, on le fait surtout pour faire le phénotype. Intérêt surtout pour différencier les phénotypes de l'asthme pour proposer une thérapeutique. Parce qu'il y a des asthmes avec une cellularité différente. Il y a l'asthme avec une éosinophilie prédominante. Il y a l'asthme avec polynucléaire prédominant. Donc, ça peut aider pour les asthmes sévères. Donc, pour vous dire que les scientifiques s'acharnent à chercher des outils pour poser le diagnostic positif facilement. Il y a également la mesure de taux de monoxyde d'azote dans l'air exhalé. Elle est facile aussi. Il y a des services je crois à l'hôpital Molière aussi ça existe. Donc,
la patiente va expirer et on va mesurer cet azote qui témoigne de l'inflammation. Les travaux ont montré qu'il s'agit d'un bon test diagnostique de l'asthme lorsque ce taux est élevé. Cependant, il y a d'autres pathologies qui s'accompagnent d'une augmentation de taux de monoxyde d'azote. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous confirmer à 100% qu'il y ait de l'asthme. Donc, j'ai conclu, je crois, dans cette plaque. C'est quoi l'asthme? C'est une réduction du calibre bronchique de base avec un VMS inférieur à 80%, voire 70%, donc l'obstruction. Et parfois, vous avez un patient qui a une valeur qui est normale. Si vous avez un patient qui a un trouble obstructif, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rechercher la réversibilité par un test bronchodilatateur. Si vous avez un patient qui a une histoire d'asthme, mais la spirométrie, il est normal, vous voulez rechercher une hyperactivité bronchique, vous allez faire des tests de provocation en milieu hospitalier et vous voyez, pour les deux, vous avez besoin d'une spirométrie. Donc, la spirométrie, c'est elle qui va pouvoir vous poser le diagnostic. En résumé, le diagnostic est suspecté à partir des données anamnéstiques, caractère variable et réversible des manifestations, et bien sûr affirmé comme je viens de dire, par les données fonctionnelles respiratoires. Donc, on a terminé avec le diagnostic positif. On va voir les formes cliniques, parce qu'il y a plusieurs formes cliniques de l'asthme. Il y a l'asthme instable. C'est un asthme qui a une variabilité dans le temps, s'il vous plaît, avec un DEP qui varie plus de 20% au cours de la journée ou d'un jour à l'autre. Et c'est une cause importante de décès. C'est pour ça, le débitmètre de pointe peut nous faire le diagnostic de l'asthme instable. Si le patient commence à prendre ses valeurs et il voit que son DEP varie de plus de 20% au cours de la même journée, il faut savoir qu'il a un asthme instable, il faut ajuster son traitement de fond. Il y a l'asthme nocturne. Il y a des patients qui font de l'asthme la nuit. Donc, il faut évoquer une allergie aux acariens, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que les acariens sont dans les chambres où on dort, parce que c'est des petites bestioles qu'on ne voit pas. Donc, il faut éviter au maximum les tapis, beaucoup de livres dans la chambre à coucher, et également le reflux. Le reflux, pourquoi il donne cet asthme nocturne, pourquoi il déclenche la crise d'asthme. Donc, en inhalant l'acidité, donc c'est l'acidité de l'estomac qui va partir au niveau des bronches. Donc, il va irriter, il va entraîner une hyperactivité bronchique et le malade va vous faire une crise d'asthme. Donc, je peux pas traiter une crise d'asthme chez un asthmatique qui a un reflux sans traiter son reflux. Donc, vous allez trouver une ordonnance sur le traitement de l'asthme et traitement du reflux parce que c'est le facteur qui déclenche les crises. Il y a également l'asthme de petit matin. C'est des gens qui vous rapportent une crise vers 4 à 6 heures du matin. Il y a l'asthme saisonnier. C'est surtout quand le malade me dit que je fais des crises le mois d'avril, donc je pense au pollen. Et l'allergie au pollen entraîne des crises surtout au printemps. Il y a des patients et surtout les enfants, ils ont une toux isolée. Ils consultent pour une toux isolée et souvent, les médecins vont donner des traitements pour la toux, pour une infection et cette toux, elle est synonyme de crise d'asthme. Donc, on a vu la définition, il y a les symptômes, il y avait la toux, l'oppression thoracique et les sifflements. Donc, la toux fait partie des symptômes de l'asthme et cette toux, on va voir son caractère, quand on va creuser, on va trouver que le caractère de la toux, il est variable. Donc, c'est un signe en faveur de l'asthme. L'asthme du nourrisson, vous l'avez fait en pédiatrie. Pour le nourrisson, c'est très difficile de faire une spirométrie. Donc, on va pas demander à un nourrisson de souffler. Donc, généralement, l'asthme aura une définition clinique. Il aura une définition qui est clinique. C'est quoi la définition clinique? On considère qu'un patient, il est asthmatique quand il fait 3 épisodes consécutifs de dyspnée pendant les 2 premières années. Donc, généralement, on interroge la maman ou le papa et on découvre que cet enfant a été admis au service de pédiatrie plusieurs fois pour des bronchiolites. On parle de bronchiolites, des dyspnées, et c'est surtout les 2 premières années. C'est ça la définition de l'asthme chez le nourrisson, parce qu'on ne peut pas faire une spirométrie. Même pour le petit enfant, c'est très difficile de faire la spirométrie, parce qu'il faut que le patient soit coopérant, c'est faire des inspirations, des expirations forcées. Et parfois, pour ces enfants, je crois que vous allez le voir en pédiatrie, on
on mesure les résistances des voies aériennes. Donc, ça se fait en plethysmographie. Donc, l'enfant ne va pas faire d'effort. Donc, la plethysmographie va mesurer les résistances, c'est-à-dire résistance à l'écoulement de l'air. Résistance, l'enfant veut expirer et il y a une résistance qui empêche l'air de couler. Donc, nous, on va mesurer cette résistance et sur cette résistance, on va également donner des bronchodilatateurs et on va voir si les résistances vont diminuer ou pas. Donc, c'est pour l'enfant, les examens complémentaires sont un peu différents pour l'adulte, mais pour le grand enfant, à partir, je crois, de 10 ans, l'enfant peut faire une spirométrie 8 et 10 ans, il peut comprendre. Surtout, on a des spiromètres où on met des ballons, on demande à l'enfant de souffler pour faire éclater des ballons ou bien des bougies. Donc, pour lui, c'est un jeu. Donc, généralement, c'est un truc où il y a des nounours et tout. Donc, ça va l'aider à faire l'examen, à être coopérant. Donc, il y a également l'asthme de sujets âgés. Donc, il y a un pic, comme j'ai dit tout à l'heure, en épidémiologie après 40-50 ans. Et là, on ne retrouve pas toujours la composante allergique. Parce que toujours quand j'ai devant moi un patient âgé qui me décrit que je suis asthmatique, il commence à prendre des sprays à partir de 40 ans, j'ai toujours un doute. S'agit-il d'un asthme? S'agit-il d'une autre pathologie qui s'accompagne d'une obstruction? Ça peut être une BPCO, un patient qui est fumeur, tabagisme actif ou tabagisme passif, un patient qui est exposé à l'inhalation d'aérocontaminants, un patient qui a une maladie de système, parce qu'il y a des maladies du système qui s'accompagnent par de l'asthme. Donc, il faut que je confirme. Et généralement, les asthmes chez les sujets âgés sont difficiles à gérer. Pas comme chez les jeunes. Généralement, ils sont sévères et ça nécessite une corticoïde et des corticoïdes. Donc, ils sont corticodépendants. Il y a l'asthme d'effort et l'asthme à l'air froid. Il faut savoir que l'asthme ne contre-indique pas un sport. Donc, nous, les médecins, on encourage nos patients à faire du sport. C'est toujours bien. Mais on donne des conseils. Si le patient vous dit qu'il fait des crises d'asthme à l'effort, je vais donner un traitement avant qu'il fasse cet effort. Généralement, on donne des bronchodilatateurs 15 à 20 minutes avant de faire le sport. Mais j'ai toujours en consultation des mamans qui viennent pour avoir des certificats pour que leur enfant ne soit dispensé du sport. Je refuse généralement parce que l'asthme ne contre-indique pas le sport. Au contraire, ça va que faire du bien, faire de la respiration, c'est très bien. Donc l'asthme d'effort se caractérise par la survenue d'une obstruction bronchique au décours de l'effort ou surtout à l'arrêt de l'effort, air froid et sec, étirement. Donc, c'est décrit. Le malade vous dit que je suis bien quand je suis exposé à l'air froid. Donc, quand il inhale ou il fait de l'effort, il fait une crise d'asthme. Il faut avoir toujours un traitement de secours dans la poche pour ces patients. Donc, on a vu le diagnostic positif basé sur la spirométrie et j'insiste, trouble obstructif défini par un rapport de type inférieur à 70%, avec une réversibilité à bronchodilatateur, un gain sur le volume expiratoire maximal seconde de 200 ml en valeur absolue, ET et 12% en pourcentage. Le diagnostic différentiel, il y en a pas mal. Donc, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Il faut savoir, tout ce qui siffle, c'est une définition. Tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Ça peut être une BPCO. Je ne sais pas si vous avez fait le BPCO ou pas encore. Vous avez fait la BPCO? Pas encore. Donc, la BPCO, également, c'est une maladie qui est obstructive. On va faire la différence. La BPCO et l'asthme. Généralement, à l'interrogatoire, vous allez trouver un patient qui fume. Donc, il y a le tabagisme. D'accord? Et quand vous allez faire la spirométrie pour voir si c'est un asthmatique ou BPCO, vous allez trouver un trouble obstructif. Donc, les deux maladies s'accompagnent d'un trouble obstructif. La différence, c'est la réversibilité. Vous allez faire un test de réversibilité. Si c'est de l'asthme, vous avez la réversibilité qu'on a bien définie ensemble. Si c'est la BPCO, il n'y aura pas une réversibilité. Il y aura un petit gain, mais pas 12 ml et 12%. Donc, c'est un diagnostic, c'est le premier diagnostic différentiel à éliminer. Également, les dilatations des branches s'accompagnent également
d'une hyperréactivité bronchique et parfois par le trouble obstructif. Il y a des pathologies cardiaques qui sifflent. L'insuffisance cardiaque gauche peut donner une dyspnée, peut donner des sifflements, l'OAP, l'embolie pulmonaire, vous pouvez avoir une oppression thoracique. Donc, c'est un diagnostic différentiel clinique. Donc, à l'interrogatoire, vous allez éliminer pathologie cardiovasculaire avec l'interrogatoire. Si vous trouvez que votre patient a un passé cardiaque qui est lourd, il a la cinquantaine ou la soixantaine, et il vous dit que j'ai une crise d'asthme, vous allez douter. À l'âge de 50-60 ans, c'est pas de l'asthme, c'est probablement une pathologie cardiaque. Également, le corps étranger intrabronchique. Surtout si la maman ou l'entourage n'a pas assisté. C'est un enfant qui a inhalé, donc il a fait un syndrome d'inhalation, il a inhalé un petit jouet, donc il a fait le syndrome d'inhalation, il était tout seul, ça y est, c'est passé, donc personne ne l'a vu, et le corps étranger va être bloqué au niveau de son arbre bronchique. Il va commencer à faire des sifflements. Et pour la maman ou le papa, c'est de l'asthme. Donc après, on va découvrir que c'est un corps étranger par des examens. Par la radiologie, on va voir. Donc, c'est parmi les diagnostics différentiels. Et généralement, quand il y a un corps étranger intrabronchique, on aura un sifflement en expiration, pas en expiration. Les tumeurs trachéales ou bronchiques également peuvent entraîner des sifflements et de l'obstruction. Parce qu'il y a un bourgeon qui limite la lumière bronchique, donc ça ne sera pas le même débit d'air qui va rentrer et sortir. Une toux induite par les médicaments peut être synonyme pour quelqu'un de l'asthme. Donc après, c'est pour ça l'interrogatoire est très important. On voit souvent en consultation des patients qui consultent pour une toux. Il faut pas hésiter à demander le traitement, s'il prend un traitement de la cardiologie. Et on découvre des médicaments qui peuvent causer une toux. C'est l'exemple des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Les UEC, c'est un traitement que donnent les cardiologues pour la tension artérielle et qui peuvent entraîner une toux chronique. Et vous allez voir ce malade qui fait le tour des médecins pneumologues pour traiter cette toux qui va pas disparaître. Une fois le cardiologue change son traitement, tout rentre dans l'ordre. Donc cette toux est prise par plusieurs médecins pour un asthme et c'est pas de l'asthme. Il fallait que interroger et regarder les médicaments que ce patient prend. Les dysfonctionnements des cordes vocales. Donc, il y a un dysfonctionnement et vous allez entendre un wheezing. C'est pas de l'asthme, c'est un dysfonctionnement de la corde vocale. La spirométrie va vous donner le diagnostic. L'hyperventilation. Je sais pas quand en émotion, peur ou un événement malheureux, vous allez trouver des personnes qui hyperventilent. Et ils vont être pris par des médecins comme étant une crise d'asthme. C'est un peu de l'hystérie, mais c'est pas de l'asthme. Donc, vous voyez, il y en a pas mal de diagnostics différentiels. Je vous ai mis en gras. Ce qui pose souvent problème, c'est de différencier entre une BPCO et de l'asthme. Et c'est très facile à faire la différence avec une spirométrie. Donc, on a vu ensemble le diagnostic positif. On a vu ensemble les formes cliniques. On a vu ensemble les différents diagnostics différentiels qu'on peut poser. On est devant un asthme. Il faut faire un bilan. Oui, vous avez fait le diagnostic positif. Vous avez éliminé ce qui n'est pas de l'asthme. Je dois faire un bilan. Donc, il faut savoir que le bilan, surtout la radiologie, elle est systématique. Vous allez me dire pourquoi on fait une radiologie, parce qu'on va pas voir les branches. La radiologie a un intérêt d'éliminer des diagnostics différentiels. On a vu le diagnostic différentiel, ça peut être une tumeur, ça peut être un corps étranger radio opaque, d'accord? Ça peut être de l'emphysème. Il va être souvent normal en cas d'asthme non compliqué. Dans les crises d'asthme, on peut voir parfois des complications à type de pneumomédiastin, de rupture de l'air qui rentre dans le médiastin ou pneumothorax. Donc, il y a une alvéole qui va éclater et le malade en crise d'asthme va vous faire un pneumothorax. Donc, la radio de poumon va me faire le diagnostic de ce pneumothorax. Au cours d'un asthme chronique, vous allez trouver des signes de distension thoracique. Les signes de distension thoracique, vous les connaissez. C'est un thorax qui est distendu. Vous avez les côtes qui deviennent parallèles.
Vous allez ascension de la coupole, les coupoles diaphragmatiques vont être, surtout à droite, il va être basse, alignée, d'accord? Donc, vous allez trouver que ce thorax, le poumon, il est plus clair. Ça témoigne d'un piégeage d'air, distension thoracique. Et bien sûr, comme je vous ai dit, la radiologie va vous permettre de faire le diagnostic différentiel, surtout avec un corps étranger intrabronchique radio-opaque, une tumeur, une pathologie cardiaque. Vous pouvez trouver une embolie pulmonaire des artères pulmonaires et dilatation des branches. Là, c'est des images que vous voyez en radiologie. Donc, sur ce cliché thoracique, vous voyez ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Normalement, on n'a pas des côtes comme ça. Regardez la distance. Ils sont parallèles. On dirait qu'ils sont dessinés avec une règle. D'accord? Ça, c'est un poumon distendu d'un patient qui a une crise d'asthme. Donc, on a vu les explorations fonctionnelles pour poser le diagnostic positif, mais également, il va faire la surveillance et évaluation de la sévérité. La spirométrie simple est suffisante pour poser le diagnostic. Parfois, la plethysmographie en cabine permet de mesurer les résistances. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui ne peut pas faire la spirométrie. La plethysmographie va mesurer les résistances. Donc, on a vu le diagnostic positif. Il va m'évaluer la sévérité. Donc, la sévérité va être posée pas sur le rapport de Tifno, mais sur le degré d'obstruction, la valeur de volume expiratoire maximum seconde, et bien sûr, suivi de l'évolution. Donc, un patient asthmatique connu que vous suivez en consultation, vous devez demander une exploration minimum chaque année pour voir comment il est. C'est une surveillance. Donc, je reviens sur le trouble ventilatoire obstructif. Sa définition, elle est claire. Le rapport de Tifno, il est inférieur à 70%, mais plus ou moins, vous allez trouver le VMS qui est diminué, le volume résiduel qui est augmenté. Le volume résiduel, c'est le volume qui reste dans les poumons après une expiration forcée. Des résistances qui sont augmentées. Donc, c'est les résistances qu'on mesure à la plethysmographie. On va voir que il y a une résistance à l'écoulement de l'air et les débits expiratoires moyens sont diminués, celui de 25, 50, 75%. Donc, la définition de trouble ventilatoire obstructif, c'est ça. Mais dans les valeurs, vous allez trouver que le VMS plus ou moins, le VMS est diminué, le volume résiduel, il est augmenté, les résistances sont augmentées et les 2M, 25, 50, 75%, il est diminué. Donc, c'est bien expliqué. Le volume résiduel, parce qu'il y a un piégeage d'air, c'est une difficulté à expirer. Donc, il reste de l'air, c'est pour aller à la distance thoracique. Les résistances augmentées parce qu'il y a une résistance qui ne laisse pas l'air sortir. Et bien sûr, le volume parce que il y a de l'obstruction, il est diminué. Donc, les tests de réversibilité, je vais les détailler mieux que tout à l'heure dans le diagnostic positif. Donc, je vais détailler ça en bilan. Donc, devant un trouble ventilatoire obstructif, vous allez faire un test de réversibilité. C'est quoi ce test de réversibilité? On va faire prendre un bronchodilatateur par inhalation à mon patient. Il y en a pas mal. Je vais pas dire les noms commerciaux, mais vous le connaissez. Il y a la plus connue, c'est la ventoline. Mais il y a plusieurs noms. Mais c'est la même chose. C'est un bêta-2 mimétique de courte durée d'action. On laisse le patient se reposer 15 minutes après. On refait un second test de spirométrie. Tout ça pour rechercher cette notion de réversibilité. Donc, si on découvre une augmentation du VMS de 200 ml en valeur absolue et 12% de valeur théorique, là, je fais ma signature, je suis sûre, je fais le diagnostic de l'asthme et je suis sûre de ça. Chez l'enfant, si la spirométrie simple ne peut pas être réalisée, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir le trouble ventilatoire obstructif, si chute des résistances 30 à 40 mesurées par plethysmographie. C'est-à-dire, au cours de l'obstruction, on a une résistance augmentée. Donc, je vais donner à mon malade, à mon enfant, les bronchodilatateurs. Ils étaient augmentés les résistances. Je vais voir s'il y a une chute des résistances. Donc, il n'y a plus la limitation pour laisser l'air couler. Donc, on va voir qu'il y a une chute de cette résistance de 30 à 40%.
Donc, je peux dire que ce trouble ventilatoire obstructif, il est réversible. Ça se fait avec une cabine plethysmographique, les résistances. Pour connaître la sévérité de ce trouble ventilatoire obstructif chez mon asthmatique, il y a des valeurs selon le VMS. Donc, je veux dire que le trouble obstructif, il est léger si le VMS est supérieur à 70%. Modéré, entre 60 à 69%. Il est assez grave entre 50 à 59. Grave entre 35 à 49. Il est très grave, il est inférieur à 35%. Donc, la première des choses à voir dans le compte rendu d'une spirométrie directement, vous allez voir le rapport de Tifno. D'accord? Vous trouvez qu'il y a une obstruction. C'est bon, vous voyez le VMS. Vous voyez, le VMS va vous juger la sévérité de cette obstruction. D'accord? Donc, VMS, trouble obstructif, vous l'avez. Vous avez un VMS à 51%. Je suis dans assez grave. Donc, c'est une obstruction qui est grave. Voici un exemple d'un tracé courbe débit-volume au cours d'une spirométrie. Donc, au cours d'une spirométrie, vous allez voir des valeurs, mais vous allez voir également cette courbe. Donc, ce qui est bleu, c'est la valeur théorique normale. Un sujet non asthmatique doit avoir une courbe comme ça. Vous voyez le DEP, il est à combien? Il est un peu à l'extrémité. Un malade qui a un syndrome obstructif, c'est celui qui est en rouge. Vous voyez son DEP, il est bas. Cette partie de la courbe, c'est l'expiration. Cette partie de la courbe, c'est l'inspiration. Nous, l'asthme, ça se passe au niveau de l'expiration. C'est là où vous allez trouver une anomalie. Donc, vous voyez la différence. Ce patient devait avoir un DEP ici, il a plus bas. Un 2M ici, à 50, il a ici. Donc, ça témoigne d'une obstruction. Donc, généralement, vous ne voyez pas que les valeurs de MS, capacité vitale, voire même la courbe. La courbe va vous enseigner. Donc, si vous avez une courbe d'un patient comme ça, cet aspect incurvé témoigne d'une obstruction bronchique. Donc, ce qui est en rouge, c'est un sujet qui est normal, non asthmatique. Ce qui est en jaune, c'est un sujet qui a une obstruction bronchique. Et tout se passe au niveau de l'expiration. Là aussi, sur cette diapositive, je vous ai mis ce qui est en pointillé. C'est ce qui est théorique que devait avoir mon patient. Les traits plutôt. Les petits points, c'est la courbe débit-volume que mon patient a avant de lui donner un bronchodilatateur. Et ce qui est en bleu, ça, c'est après bronchodilatateur. Et qu'est-ce que vous constatez? Il y a un gain. Regardez le DEP. Il était là. Il est devenu là. Mais pour confirmer l'obstruction, il faut voir les valeurs. Là, il y a les valeurs. Donc, généralement, c'est comme ça. Vous allez avoir une spirométrie comme ça. Il y a la courbe et il y a des valeurs. Vous voyez, valeur théorique d'un sujet normal. Ça, c'est la capacité vitale. Ça, c'est le volume expiratoire maximal seconde. Là, c'est la valeur pré-bronchodilatateur. Avant que je donne à mon patient un bronchodilatateur, voici son VMS. Qu'est-ce que vous constatez? Que le VMS de mon patient, il est plus bas qu'un VMS d'un sujet de même âge, de même sexe et de la même taille. Donc là, c'est en pourcentage, 0,61, d'accord? Là, j'ai donné à mon patient des bronchodilatateurs. La valeur, il est de 4,38. Il était à 3,3. Donc, il y a eu un gain. Et là, c'est le pourcentage. Et ici, donc théorique, c'est celle-là, la courbe, la ligne droite. Pré-bronchodilatateur, c'est ça, vous voyez, elle est réduite. Et après, quand je donne les bronchodilatateurs, il y aura un gain, mais pas jusqu'à avoir une exploration normale chez un sujet non asthmatique. Donc, observez le VMS avant bronchodilatateur, observez le VMS post-bronchodilatateur. Qu'est-ce que vous allez constater? Il y a un gain de plus de 200 millilitres. De 2,1 à 2,6, il a gagné 500. D'accord? Je suis dans la réversibilité également, même en pourcentage.
même en pourcentage. Vous voyez, 0,75 à 0,99, il y a plus de 12%. Donc, je suis dans le trouble obstructif réversible, faisant le diagnostic d'un asthme. Donc, toujours dans le bilan, donc on a vu que systématiquement pour un asthmatique, il faut faire un bilan radiologique, la radiologie, d'accord? Après, on a vu les explorations fonctionnelles respiratoires. En plus de sa grande valeur pour poser le diagnostic positif, il évalue la sévérité et le suivi et l'évolution. Et on a vu la sévérité, c'est surtout sur le VMS, d'accord? Là, on va voir les autres bilans à effectuer. On a vu qu'en facteur déclenchant la crise d'asthme, c'était les allergènes. Donc, le bilan, il faut faire un bilan allergologique. Un patient qui vous raconte qu'il a, quand il est avec son chat, il fait une crise d'asthme, ou bien il veut pas, il veut toujours laisser son chat avec lui, il a des doutes. Donc, il vient vous voir pour vous dire, est-ce que vous pouvez me tester? Parce que je veux garder mon chat et j'ai peur que c'est les poils de chat qui me causent cette crise d'asthme. Donc, je fais un bilan allergologique après. Donc, ce bilan allergologique, dès le départ, c'était l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire, je vais demander à cet asthmatique les conditions de sa vie. Est-ce qu'il a un habitat ensoleillé? D'accord? Est-ce qu'il a un animal domestique? Est-ce qu'il a des aérocontaminants dans le lieu de travail? Donc est-ce qu'il a des plantes? Est-ce qu'il a acheté une plante qu'il a mis chez lui à l'intérieur? Est-ce qu'il est logé à côté d'un jardin? Tout ça peut m'orienter. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un asthme pollinique au cours du printemps. Pour confirmer, il y a des tests. Il y a les tests cutanés qui sont faciles, peu coûteux, et qui sont sensibles avec une histoire compatible. Un patient qui vous dit que je sais pas, hein, je vais prendre le truc du lait, un allergène alimentaire. Quand il boit du lait, il fait une crise d'asthme, par exemple. Ou bien quand il mange du poisson, il fait une crise d'asthme. Je peux tester le poisson ou bien le lait pour confirmer qu'il fait une crise d'asthme. Comment on va le confirmer? Je vais voir. Il va avoir une papule au niveau de son bras où je vais mettre l'allergène. Mais pour parler et pour confirmer que cette crise d'asthme elle est secondaire à ça, je dois avoir une histoire compatible. C'est-à-dire, moi, j'ai pas d'asthme. Je peux faire un test cutané et je trouve, par exemple, l'olivier ou le chat qui est positif. J'ai un chat, mais je réagis pas. Donc, j'ai une sensibilisation, mais j'ai pas de l'allergie. Donc, il y a deux notions à différencier. Sensibilisation et allergie. Donc, on parle d'allergie si vous avez des symptômes cliniques d'asthme, et quand je fais des tests, je trouve que c'est positif. Donc, je suis un patient qui siffle, qui a un séjour en réanimation intubé ventilé, qui fait des dyspnées sifflantes à chaque fois qu'il est, par exemple, qui mange quelque chose, mais qui est à côté d'un arbre olivier. Là, c'est une histoire. Je teste l'olivier, je le trouve positif. Donc, je parle d'allergie. Mais si un patient à qui j'ai fait un test cutané et je trouve positif, il n'a aucun symptôme, je ne vais pas lui donner l'étiquette d'allergie. On parle de sensibilisation. Il est sensibilisé, mais pas allergique. Il y a une différence. Donc, les IgE spécifiques, on les demande en cas de discordance entre les cliniques et les tests. C'est-à-dire, c'est un examen sanguin. Je vais demander un IgE ciblé. Par exemple, IgE aux acariens. Je le trouve positif. Avec une histoire clinique, je peux dire que c'est un asthme allergique. Mais le mieux, c'est de faire les tests cutanés. C'est la première étape. Mais si j'ai une discordance entre la clinique et le test cutané, là, je vais demander les IgE spécifiques qui sont plus coûteux qu'un test cutané, qui se pratique par le pneumologue, allergologue. Donc, voici l'exemple des tests cutanés. Donc, ces tubes-là contiennent des allergènes. Donc, c'est, comment vous dire, c'est une batterie établie donc dans les laboratoires. Chaque tube, vous allez trouver, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, ces verts, je sais que c'est les acariens. Il y a, par exemple, 3 types d'acariens. Le DP, le DF, le Blomia. Donc, à l'intérieur, il y a cet allergène. Donc là, je peux tester des batteries que j'ai achetées. Comme je peux tester des trucs natifs. C'est-à-dire,
un patient qui me dit que je fais une réaction quand je mange des tomates, quand je mange des pommes. Je vais lui dire de me ramener une tomate et je vais piquer et je vais voir s'il réagit. Donc, on parle de tests natifs. Donc, parfois, on n'a pas de batterie. Il y a des aliments qu'on n'a pas dans les batteries. Surtout la batterie alimentaire, on préfère faire les aliments natifs. Je peux faire même un test aux crevettes. Un test aux crevettes par la peau du crevette et également pour le merlan. Donc, on peut tester nous-mêmes les vrais aliments. Ce qui est difficile à tester, c'est les allergènes. Les allergènes, pas les trop allergènes, les pneumallergènes, donc les allergènes qui circulent dans l'air. Ça, c'est difficile. Donc, je vais pas tester un acarien manuellement. Mais les trop allergènes alimentaires, c'est possible de tester les aliments natifs. Je peux tester le lait. Je peux tester beaucoup de choses, les noisettes. Donc, comment on fait les tests? Donc, ça, c'est des tubes où il y a des allergènes. Je vais prendre, vous voyez, une goutte. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a fait déjà des tests cutanés. Et je vais espacer entre chaque goutte, qui est d'un allergène différent, de 2 cm minimum, voire 1 cm. Et j'ai quelque chose avec quoi piquer, s'il vous plaît. Donc, l'intérêt, c'est de faire rentrer cette goutte d'allergène au niveau de la peau. Qu'est-ce qui va suivre? Il y a une réaction. Afflux des cellules, s'ils reconnaissent. Vous vous rappelez de la première plaque. Sensibilisation au départ, un allergène qui vient, il y a les IgE, les anticorps. Donc je vais appuyer et si c'est positif, j'aurai une papule. Donc, vous voyez ici, une réaction rouge et moi, je mesure cette papule. Généralement, puisque j'ai l'habitude de faire les tests cutanés, là, il y a un point, on parle de témoin négatif. Normalement, c'est du sérum, ça réagit pas. Là, il y a de l'histamine, c'est positif. Et par exemple, je veux juger ça positif, parce qu'il est plus grand que le témoin positif. Et il faut marquer. Donc, chaque fois quand je mets, par exemple, cet allergène, je dois connaître où j'ai mis cet allergène, soit marqué au stylo, soit faire une répartition pour ne pas se perdre. Donc, vous voyez, voici une papule. Voici le négatif, voici le positif, voici l'érythème. Donc, moi, je mesure cette papule. Là, je peux conclure que s'il y a une histoire clinique qui concorde, je peux dire que mon patient est allergique, par exemple, aux acariens. Si c'est une papule secondaire à une goutte d'acarien. Donc, ça, c'est un bilan allergologique. Je recherche les facteurs qui ont déclenché les crises d'asthme. Donc, il y a d'autres examens qu'on peut réaliser sur un asthmatique, la numération. Vous vous rappelez c'est une maladie inflammatoire chronique qui fait appel à beaucoup de cellules. Parmi les cellules de l'âme, c'est surtout l'éosinophilie. Je peux trouver à la numération formule sanguine une hyper-éosinophilie. Je peux demander une oxymétrie et gazométrie chez un patient en crise d'asthme pour voir le degré de la gravité de sa crise, sa saturation ou la gazométrie. Je peux demander également un blondoscan si je suspecte une sinusite associée. Il y a le syndrome de Fernand-Vidal qui associe de l'asthme et une obstruction nasale et une allergie à l'aspirine. Je suspecte un reflux gastro-œsophagien. Je demande une pH-métrie. Donc, dans le bilan, on a vu que le reflux, il est incriminé dans la genèse de l'asthme. Il est incriminé comme facteur favorisant la survenue de crise d'asthme. Et si je traite pas le reflux, je vais pas stabiliser mon asthmatique. Donc, il aura à chaque fois des crises d'asthme parce que le reflux, il est là. Je vais pas traiter. Donc, on a vu ensemble les bilans à faire. Donc, la radiologie, je reviens en arrière. Donc, la radiologie, elle est systématique. Les explorations qui ont pour objectif le diagnostic, mais également l'évaluation de la sévérité par le volume expiratoire maximum seconde. Et c'est un outil pour la surveillance et l'évolution. Il y a également d'autres bilans qu'on a vus. C'est le bilan allergologique, l'interrogatoire, les tests cutanés et les IgE. Et il y a d'autres bilans, d'autres examens à demander, l'énumération, selon le cas, une saturométrie ou gazométrie, blondo si on suspecte une sinusite, si on suspecte un reflux, on demande une pH-métrie. Tout ça pourquoi? Parce que asthme avec d'autres maladies, c'est très difficile pour le gérer. Donc il y a carrément un chapitre asthme et comorbidité.
Si j'arrive pas à traiter les comorbidités, je peux pas contrôler un asthme. On va voir dans la thérapeutique le contrôle de l'asthme. Il est important. Il faut d'abord traiter les comorbidités associées à l'asthme pour arriver à le gérer. Quelles sont l'évolution? Ça peut être bénigne comme ça peut être des complications graves. La complication à redouter, c'est l'asthme aigu grave. Toute crise d'asthme qui se prolonge et ne répond pas au traitement usuel va mettre en jeu le pronostic vital. Donc, le décès, c'est rapide. Parce que c'est quoi? C'est une détresse respiratoire aiguë. L'asthme aigu grave peut entraîner la mort. Elle doit être rapidement reconnue et traitée d'urgence en réanimation. D'où l'intérêt à expliquer à vos malades la gravité de la maladie. Même s'ils sont stables, ils doivent avoir toujours un traitement de secours au cas où ils sont loin d'une structure hospitalière. Ils doivent gérer une crise à domicile. Avant d'arriver à l'hôpital, ça peut les sauver. Donc, vous voyez, ça, c'est un moule bronchique. Ça, c'est après une autopsie d'un asthme aigu grave. Ce malade, il est décédé par une détresse respiratoire aiguë. Pourquoi? Vous voyez, c'est les sécrétions mucus, le mucus qui a moulé les bronches et le malade n'a plus avec quoi respirer. Donc, sa tuyauterie, il est plein de ça. Donc, c'est une branche là. Ça, c'est une branche. Et là, c'est les petites bronchioles. Donc, c'est un asthme aigu grave. Il y a d'autres complications, le pneumothorax. On a vu tout à l'heure pneumomédiastin, pneumothorax. Et parfois, le malade vous rapporte qu'il a des bouchons muqueux. Il commence à tousser et il fait des bouchons muqueux qui peuvent causer des atelectasies. Ça bloque une branche et il y aura un segment ou un lobe qui n'est plus ventilé. Il aura des difficultés à respirer. Donc, vous voyez les complications aiguës dominées par l'asthme aigu grave qui est redoutable et également le pneumothorax, le pneumomédiastin et les troubles de ventilation causés par les bouchons muqueux. Là, c'est une image que j'ai mis pour vous voir, vous allez faire, je crois, le pneumothorax. Je vous ai fait le pneumothorax? Non? Oui? Donc, vous voyez, on a vu cette image. C'est une clarté avasculaire. On a fait le pneumothorax, c'est un nombre d'apnée sommeil. Donc, les complications chroniques, c'est l'asthme sévère cortico-résistant ou corticodépendant. Donc, c'est des asthmatiques difficiles à gérer. C'est des asthmes sévères. On sera obligé à donner traitement par voie orale à base de corticothérapie. Et vous savez, la corticothérapie, elle a beaucoup d'effets secondaires. Donc, pour nous, c'est une complication. Également, on a des asthmatiques qui sont devenus des insuffisants respiratoires chroniques. L'insuffisance respiratoire chronique va dire quoi? Ce patient aura besoin d'une oxygénothérapie au long cours. Donc, il a besoin d'oxygène tout le temps. Donc, il y a des complications aiguës, l'asthme aigu grave, pneumothorax, pneumomédiastin, les atelectasies par bouchon muqueux. Il y a des complications chroniques, les asthmes sévères et l'insuffisance respiratoire chronique. Il y a des formes particulières. C'est pour ça qu'il faut en penser chaque fois que vous êtes devant un asthme au-delà de la quarantaine. Pensez à un asthme et vascularite. Il y a des vascularites qui s'accompagnent d'asthme. C'est un vrai asthme, mais qui accompagne des vascularites. L'asthme professionnel, c'est une forme particulière. On a parlé tout à l'heure de l'asthme professionnel. Ça peut être un boulanger, un asthme. J'ai eu des patientes que je suis chez des gendarmes qui dressent les chiens, donc les maîtres chiens. Ils ont de l'asthme causé par les poils des chiens. Donc, c'est des asthmes professionnels. On était obligé de reclasser ces malades. Je vais pas les laisser dans une ambiance qui lui crée à chaque fois des crises d'asthme. Un jour, il va vous faire un asthme aigu grave. Il y a l'asthme de coiffeur. Il y a beaucoup de coiffeurs qui ont de l'asthme professionnel. Asthme et intolérance aux AINES, c'est le syndrome de Pernon-Vidal. C'est une forme sévère d'asthme. Donc, c'est un asthme et avec de l'intolérance aux anti-inflammatoires. Si le patient, par erreur, prend un anti-inflammatoire non stéroïdien, il peut vous faire un asthme aigu grave. Donc là, sur ces images, c'est un syndrome de Pernon-Vidal. Donc, c'est une obstruction nasale, vous voyez, avec, bien sûr, une intolérance aux AINES. Donc, ce sont les formes particulières. J'ai terminé cette première partie de l'asthme.